parcours suite à la deuxième dose Pfizer à 35 ans. Et malheureusement, son état de santé est très mauvais. Alors, moi, je suis injecté, une seule fois le 10 septembre 2021 et j'ai eu des symptômes dès le lendemain matin, avec des gros soucis au niveau neurologique. Surtout là, il faut savoir que dans les jours qui ont suivi, je ne marchais quasiment plus, sachant que voilà, j'avais 37 ans à l'époque, en pleine santé, tout allait très bien dans ma vie. J'ai eu la chance, alors si on peut le dire comme ça, d'avoir une neurologue qui reconnaît assez vite que j'ai eu des problèmes neurologiques post-vaccinal, mais le diagnostic réel est arrivé seulement 28 mois plus tard, en me diagnostiquant donc une neuropathie des petites fibres et une encéphalomyélite myalgique. Claude en a parlé tout à l'heure et Jean-Marc aussi. Voilà, donc à ce jour, je suis reconnu en invalidité catégorie 2. Donc j'ai été licencié de mon travail pour inaptitude et donc c'est un combat comme beaucoup de victimes. Et voilà, donc l'association à victimes a été créée donc le 27 décembre 2022. Aujourd'hui, on est plus de 600 adhérents sur toute la France et les dom-toms. Le but de l'association, et Annie l'a très bien dit, d'ailleurs, pardon, je remercie infiniment Annie, Jean-Marc et Claude et tout le monde pour ce qu'ils font et pour cette très belle organisation et très belle réunion. Aujourd'hui, l'association est là pour surtout aider, accompagner et appuyer sur le monde médical et sur le monde politique pour qu'il y ait une réelle reconnaissance des victimes post-infection Covid et surtout effets indésirables post-vaccination. Voilà, nous on a mis, et comme l'a très bien dit Annie tout à l'heure, nous on a également mis les victimes post-vaccination Covid et post-infection Covid ensemble, parce que le résultat, et Annie l'a très bien expliqué tout à l'heure, il faut surtout pas diviser les gens, dire non mais toi t'es Covid long, toi c'est pas pareil que effet secondaire, c'est faux. Parce que le résultat est le même, c'est qu'on a des gens qui ne peuvent plus travailler, on a des gens qui ne peuvent plus assurer leur quotidien, et il y a des gens aussi également qui ont été licenciés suite au Covid long et aux effets indésirables post-vaccination. Pour nous, l'humain est très important. Je rebondis toujours sur ce qu'Annie a très bien parlé tout à l'heure, c'est il faut qu'on reste tous solidaires. Je remercie d'ailleurs toutes les associations qui ont été créées également, et collectifs. Ils font aussi un travail superbe. Je pense évidemment aux gens qui sont là, donc les désenfantés, VVC 19, Viac 19, avec la carte de France de Dominique, Bodino, toutes les personnes qui sont à côté également, qui donnent un coup de main quand on réalise une manifestation. D'ailleurs, on a fait une manifestation à Rouen ces derniers temps, dans le pays de Macha, où grâce à Francis, le procédurier et son équipe, ils ont fait des bâches superbes et des affiches superbes. On a eu beaucoup de monde. Encore une fois, nous, on est là pour sensibiliser la population et les politiques et les médecins. Il faut pas oublier que nous sommes apolitiques, que nous, on va vers les politiques qui nous tendent la main. Et c'est déjà arrivé dans le sens qu'on a pu être reçu au Parlement européen grâce à Virginie Joron. Et on la remercie vraiment du fond du cœur, qui se bat vraiment comme une lionne et reconnaître ses effets secondaires post-vaccination. On a été reçu également à l'Assemblée nationale grâce à Monsieur Yannick Monet, député de l'Allier, qui ou lui complètement avec nous, et on a pu échanger longuement avec lui et d'autres députés par la suite pour pouvoir avoir vraiment un texte de loi qui soit voté pour qu'il y ait une réelle prise en charge pour le Covid global, c'est-à-dire sur les Covid longs post-virus et sur les Covid longs post-vaccination. C'est très important. Dans quelques jours, on va partir à Vienne, donc en Autriche, pour rencontrer d'autres collectifs européens. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de pays qui sera représentés, et on va pouvoir échanger entre nous, dire ce qui se passe, qu'on va aussi témoigner dans la rue, dans une rue très passante de Vienne, où il y a à peu près 3000 personnes à l'heure. Le but est encore une fois de montrer tous ces portraits de victimes, parce que malheureusement, il y a eu des décès, il y a des gens qui sont handicapés à vie. Mais je pense aussi qu'il y a des solutions à trouver. Et Jean-Marc et Claude ont très bien expliqué tout à l'heure, et je remercie. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour soulager les victimes qui souffrent au quotidien. À victime, vraiment, je redis, on met le point d'honneur sur l'humain.
Il faut pas qu'il y ait de division entre nous. Moi, clairement, peu importe d'où sortira les choses, il faut que les choses sortent. C'est ça le plus important. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que, comme je l'ai Annie et comme beaucoup le savent, c'est que malheureusement, parfois, il y a des petites, pardon du terme, guéguerres. C'est très peu de personnes, mais ils utilisent aussi ces moyens-là et ces associations pardon, là et collectifs pour dire oui, mais moi, il y a ça qui est fait, c'est pas bien, ou ça, c'est pas bien, ou machin. En fait, non, il faut qu'on reste tous ensemble et ne pas se diviser. Moi, clairement, aujourd'hui, si quelqu'un est là pour venir me voir et me dire oui, mais il faut se faire comme si et les autres font mieux ou pas bien, non, moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Alcine ne rentrera pas dans ce jeu-là, clairement, comme l'histoire des cagnottes. Les cagnottes, chacun est libre de faire une cagnotte s'il le souhaite. Je tiens à le préciser aussi parce qu'on nous a attaqué là-dessus dernièrement. Moi, je suis pas là pour dire s'il faut faire des cagnottes ou pas individuelles. Encore une fois, nous, l'objectif, c'est que la reconnaissance médicale et politique soit faite et qu'on puisse accompagner vraiment les gens qui souffrent au quotidien. Vraiment. J'ai eu la chance d'être interviewé par France 3 il y a 3 semaines, donc à 19h50, France 3 Auvergne. Et je tiens à préciser également, et merci de pouvoir le faire, c'est qu'il y a des gens malheureusement, effectivement, on a parlé du Covid long, mais c'est aussi important. Et j'ai pu parler d'effets secondaires. Et je suis un des premiers avec Macha à la télé à le faire sur un média mainstream. Et pourquoi? Et peu importe que ce soit moi ou Macha, l'essentiel encore une fois, c'est que ça soit dit. Et je tiens à remercier la journaliste de France 3 parce que c'est elle-même qui m'a dit Mathieu, parler des effets indésirables du Covid, du vaccin Covid, pardon, parce que dans votre association, les gens sont majoritairement concernés par ces problèmes-là. Et voilà, je le dis parce qu'il y a des gens qui ont, alors je peux comprendre, qui ont dit oui, mais ils ont présenté ça comme le Covid long au départ et la journaliste a vraiment insisté. Mais je tiens à insister que c'est aussi la journaliste qui m'a dit Mathieu, parler des effets indésirables post-vaccination. Voilà, je tiens à le préciser parce que voilà, il y a des gens, effectivement, il y a beaucoup de médias mainstream qui refusent d'en parler aujourd'hui. Alors, je ne peux pas en dire plus. Il y aura sûrement d'autres choses qui sortira dans les médias mainstream prochainement. Je ne peux pas en dire plus. Ça commence à bouger. Il y a des choses qui commencent à bouger dans les médias mainstream. Voilà, je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. J'en suis désolé, mais il y a des choses qui viendront par la suite. C'est certain. Encore une fois, je le redis, j'ai une pensée très émue à toutes les victimes qui se battent au quotidien, évidemment, où j'ai eu plus de 600 personnes au téléphone, 600 victimes, où il y a des gens qui sont, comme tu l'as très bien dit, Annie, et il y a bien sûr, il y a la personne qui est concernée, mais l'entourage. Il y a des ménages où les gens sont séparés. Moi, j'ai des victimes aujourd'hui qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus rien. C'est horrible. Et on lance encore une fois un appel, et je le redis, comme je l'avais fait sur France 3, aux politiques. Comment aujourd'hui, en 2024, on peut laisser souffrir des personnes au quotidien? La plus jeune avec nous a 2 ans. On a des gens de 15 ans, de 20 ans, de 40 ans, de 90 ans. Comment on peut laisser souffrir des gens au quotidien sans bouger une oreille, sans rien faire, en disant oui, il y a des choses, mais bon, on a quand même un ministre de la Santé à l'époque, comme dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire avec les vaccins Covid, mais c'est archi faux. Parce que comme tout médicament, chaque vaccin, et Jean-Marc et Claude peuvent le témoigner, et toi aussi Annie évidemment, chaque médicament, il y a des effets indésirables. C'est clair et net. Ça, c'est depuis la nuit des temps que la médecine existe et que on essaye de trouver des traitements. Voilà, moi, clairement aujourd'hui, notre combat, et on ne lâchera rien, ça c'est notre phrase fétiche, on va remuer ciel et terre pour que vraiment les choses bougent et que les gens aient enfin cette reconnaissance, surtout médicale, mais médicale dans le sens physique, psychologique, parce que il y a des gens qui sont détruits, évidemment, des familles qui sont détruites, et financière, ça viendra. Pareil, voilà, on a des avocats formidables, qui sont Maître Sonnet et Maître Fourcade, ils se battent avec nous, ils sont des gens vraiment d'une humanité sans nom. Pareil, je ne peux pas tout dire, mais il y a des choses qui se préparent aussi au niveau judiciaire. Donc, il y a des choses qui bougeront par la suite. Alors, c'est des choses qui mettront du temps, mais on ne se laissera pas faire. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, c'était un petit peu le mot d'ordre. Alors, je suis désolé pour la technique du départ, où j'aurais préféré vous voir avoir... bon, ma tête, on la voit assez. Donc, non, ça aurait été beaucoup plus chaleureux pour nous aussi de te voir, mais malheureusement, ce sont les aléas du direct.
Voilà, et d'habitude sur Zoom, le son passe très bien, donc ça m'inquiète un peu pour cet après-midi, on verra. Oui, j'espère que Mais moi, ça vient du problème, pas des autres. voilà, on l'espère aussi. Je suis un peu inquiète. Mais oui, tu as raison, Mathieu, il faut absolument qu'on arrive à fédérer toutes les associations, que ce soit Covid post-infectieux ou Covid post-vaccinal, et faire bouger les associations qui refusent de voir les effets post-vaccin. Euh, on ne dit pas le nom, mais on connaît hein, l'association qui ne veut pas entendre parler et qui vient essayer d'interdire vos rencontres. Enfin, c'est une aberration. Euh, il faut mener ce combat ensemble parce que toi comme moi, ce qu'on voit, c'est l'horreur dans les foyers. Les personnes qui voient tous leurs projets, et d'autant que ça a touché les personnes, beaucoup de personnes jeunes, tous des projets de vie qui s'effondrent et des projets économiques et euh, qui viennent s'ajouter euh, à ce qu'endure le malade au quotidien en termes d'importance des douleurs. Et les malades ne mettront jamais assez de mots sur les maux qu'ils doivent supporter. Il y a un courage énorme chez les victimes à toujours paraître souriant, à cacher ce qu'on ressent. Mais vous serez d'accord avec moi, Mathieu et Marc, c'est que le handicap à vivre, à accepter, il est lourd à surmonter. Et on essaie souvent de faire belle figure, on fait des pirouettes, on verbal, on blague, mais quelquefois la peine est énorme à l'intérieur et la douleur et la détresse des malades. Il y a nous, présidents d'associations, qui souvent la portons, l'entendons et la portons. Et Dieu sait, Mathieu, hein, que ça peut être dur d'entendre et de se dire, faut vraiment que je me démène pour agir pour tous ces malades parce que c'est atroce quand on rentre dans le vécu des victimes, on est confronté quelquefois à des choses horribles. Tout à Horribles. fait. Je pense évidemment à toutes les victimes et aux proches, et je l'embrasse très très fort, c'est comme tu l'as très bien résumé. Et, ils ont tous un courage incroyable. Il y a des gens qui ne pensent pas, mais comme tu l'as dit, quand on a une pathologie ou plusieurs pathologies et la souffrance qu'il a au quotidien, ou moi, comme je le disais à la journaliste en off, quand on a appris à souffrir tous les jours, en fait, moi, je ne sais plus ce que c'est de plus avoir mal, et tant d'autres. Voilà, Marc, c'est aussi très bien. Machin, bon, j'essaie de la contacter, j'ai pas de nouvelles, mais et tant d'autres qui se battent. J'ai plein de il y a Julien, Laure, Mélanie, voilà, je tiens à dire Mélanie, notre vice-présidente, qui a 35 ans, est en train de mourir malheureusement de la maladie de Charcot. C'est une femme qui se plaint jamais. Elle a des parents extraordinaires, mais comme toutes les victimes, mais vous voyez, j'en ai des frissons, j'en suis très ému, Oui. pardon. Pardon. Euh, et voilà, c'est quelqu'un de juste incroyable qui garde ce sourire. Et évidemment que je n'aime pas toutes les victimes, mais notre Mélanie, quand elle sera malheureusement plus là, voilà, j'aurai encore plus de force à aller plus loin parce que pour elle, pour moi, pour Marc, pour tous les autres, on va se battre jusqu'au bout. Et c'est ce que je l'ai dit, on ne lâchera rien jusqu'au bout. On laissera. Et je remercie infiniment Claude et Jean-Marc de leur humanité sans nom, qui sont des gens incroyables, et tous les autres qui nous aident, tous les médecins qui essaient de nous aider, tous les professionnels de santé, les politiques, il y en a encore quelques-uns de bien. Eh bien, alors nous, on n'est pas là-dedans, mais on remercie ceux qui nous tendent la main. Les maires, on a fait un superbe concert au mois de juin, d'ailleurs, pour les gens qui veulent le voir, il est sur notre page YouTube. On a rassemblé plus de 400 personnes et c'est un moment de partage incroyable et d'humanité. Encore une fois, moi, je martèle ça. Personne ne me fera changer d'avis que tous ensemble, réunis, l'humain ira au-delà de tout ça et la lumière, forcément, est plus forte que l'obscurité. Et ça, j'en suis certain. Voilà. Alors, je vais vous demander d'applaudir très fort pour qu'ils l'entendent, hein, Mathieu.
Voilà. Mathieu, on va faire un break là très court parce qu'on va reprendre à 14 heures. Mais de toute façon, si tu veux reprendre la parole après 17 heures, voilà, on se recontacte, t'inquiète pas. On reste en contact, tu es avec nous et nous, on peut échanger par le téléphone. Ben écoute, je t'embrasse et à tout à l'heure. Hein. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas être disponible après 17 heures. J'ai d'autres choses pour l'association. Je comprends. Mais voilà, j'étais ravi. Je suis toujours jusqu'à temps que je pourrais suivre la réunion. Et bravo pour l'organisation et très belle réussite pour cet événement-là. C'est Marc qui prendra la parole à 17 heures et qui représentera ton association. Ben, ok? Voilà. Allez, on t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Bientôt, au revoir. J'étais en train d'expliquer que qu'on soit Covid long infectieux ou Covid long post-injection, eh bien, on fait des projets, n'est-ce pas? Là, on devait avoir avec nous ce midi. Et puis, ben, on n'est pas capable d'assumer parce qu'on est dans un état qui fait qu'on doit s'isoler. Ce que vous avez vu et ce que j'ai fait sur la scène tout à l'heure, je ne dormais pas, mais il fallait que je sois en position allongée et que je ne ferme les yeux pour ne plus avoir de lumière. Et je n'ai pu suivre la conférence du docteur Menat que les yeux fermés en fait, en enlevant des stimuli. Voilà. Alors, je vais laisser tous les deux, ils se connaissent bien et ils vont un peu vous raconter leur histoire. Hein. Merci Annie. Et après, tu inviteras, Marc, les autres associations à monter et à s'exprimer parce que c'est un temps de partage qui est important. Voilà. Tiens. Coucou Macha. Coucou Marc. Eh ben, écoute, on te laisse la parole, vas-y. C'est vrai? Je commence? Attends. C'est bon. Non. Si. Ah oui, mais il y a 2 secondes, ça n'était pas. On t'écoute, Macha. Super. Donc moi c'est Marie-Charlotte, donc Macha, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 petits garçons en bas âge. Moi j'ai été vaccinée 3 fois, j'ai reçu 3 doses de Pfizer. Les 2 premières doses m'ont entraîné pas mal d'effets secondaires, mais la 3e dose a été vraiment catastrophique pour moi. Ça a entraîné des effets secondaires très importants, très débilitants et des pathologies lourdes derrière avec des comorbidités. Donc moi je travaillais en pharmacie, donc j'ai été obligée de par ma profession de soignant de recevoir ces vaccins, malgré le fait que ces vaccins ne m'inspiraient pas du tout confiance. Mais je ne pouvais pas me retrouver sans emploi à ce moment-là, donc je l'ai fait. Malheureusement, à la 3e dose, 2 heures après les injections, j'ai été dans un état très très compliqué, très dégradé. J'ai commencé à avoir une douleur au niveau du site d'injection qui est remontée au niveau des cervicales. C'est ensuite remonté au niveau du cerveau. Donc j'ai eu des violentes migraines, ma vue s'est troublée, j'arrivais plus du tout à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé à avoir des douleurs vraiment très lancinantes au niveau des cervicales et de la migraine. J'ai commencé à avoir des nausées. Mes jambes commençaient à lâcher, comme des faiblesses, une faiblesse assez violente. Et mes jambes ont lâché, hein, très clairement. Je ne tenais plus debout. Avec ça, il y a eu un état grippal qui s'est mis en place, de la fièvre. J'étais montée à 40. En fait, j'étais vraiment très très mal. Et je comprenais pas en 2 heures pourquoi est-ce que c'était aussi rapide. Et donc, le lendemain matin, les 10 symptômes qui sont apparus se sont transformés en une vingtaine de symptômes. J'avais l'impression d'avoir été percutée par un camion. J'ai eu du lait qui s'est écoulé de ma poitrine alors que j'avais pas allaité depuis 2 ans et demi.
Donc, on appelle ça une galactorée. J'ai eu des taches, ce qui s'appelle des mélanoses, qui sont apparues à certains endroits de mon corps. Et puis, tous ces symptômes qui étaient vraiment très compliqués. Très rapidement, j'ai vu ma gynécologue, puis plein de médecins ont suivi. Donc en tout, là, j'en suis à 22 spécialistes depuis mon état suite à la vaccination. Je me suis battue pendant 6 mois pour essayer de trouver un diagnostic parce que tous les spécialistes qui me voyaient les uns après les autres ne comprenaient pas pourquoi mon état était aussi grave à mon âge et aussi rapidement, se dégradait aussi rapidement. Donc, les choses se sont faites assez rapidement de mon côté. Je dois dire qu'il y a des personnes qui sont en errance médicale pendant plus longtemps que ça. Moi, j'ai eu la chance que mon errance médicale ne dure que 6 mois. Évidemment, donc je me suis retrouvée hospitalisée en clinique et donc un collégial de médecins internistes se sont vraiment penchés sur mon cas puisqu'ils comprenaient pas comment je pouvais me retrouver dans cet état et donc on m'a trouvé comme diagnostic que j'étais atteinte d'une encéphalomyélite myalgique qui s'appelait le syndrome de fatigue chronique avant cela. C'est une maladie neurologique multisystémique et immunitaire qui touche tous les organes. C'est une maladie très compliquée qui est existante depuis très longtemps. Il y a des patients post-Covid qui ont cette maladie et il y a également des patients, des personnes post-injection qui ont développé cette maladie. C'est très compliqué puisque c'était une maladie qui n'a pas de recherche, donc personne depuis des années n'a trouvé de traitement. Donc c'est une maladie qui est classée incurable, dans lesquelles ça évolue généralement pas dans la bonne manière, sauf si on arrive à trouver des moyens pour essayer de ne pas s'aggraver. Moi, je suis passée d'un état modéré à sévère en 6 mois de temps, et depuis, en fait, mon état n'a jamais vraiment redescendu. Faut savoir que moi j'ai d'autres comorbidités avec cette maladie. J'ai développé un SAMA dont on a parlé avec Lucie tout à l'heure. J'ai déclenché également des gros problèmes au niveau intestinal, gastro-intestinal. Donc, j'ai un syndrome de l'intestin irritable, dysbiose, SIBO, plein de pathologies qui sont très compliquées quotidiennement pour pouvoir se nourrir. Donc, moi, il faut savoir que j'ai perdu 22 kilos. Aujourd'hui, je fais plus que 43 kilos et j'ai du mal à reprendre parce que c'est très compliqué pour moi de me nourrir et de garder ce que je peux manger. Je suis très souvent hospitalisée et j'ai essayé tous les traitements. Je suis très en lien avec je les appelle mes médecins colibris, hein, donc mes professeurs, mes chercheurs, mes médecins qui m'aident dans l'ombre et qui font tout pour m'aider et aider toutes les personnes qui sont dans cet état que je remercie vraiment parce qu'aujourd'hui, on en a besoin de ces personnes-là, comme le professeur Sabatier, comme Anne-Marie, comme tant de médecins. Je pense au docteur Couvreur qui m'a beaucoup aidé. Il y a énormément de médecins qui nous aident et de chercheurs qui essayent de nous sortir de là et merci beaucoup pour ça. Moi, aujourd'hui, mon combat, il est à double facette, c'est-à-dire que j'ai mon combat personnel, oui, pour ma santé, parce que j'aimerais évidemment pouvoir tenir le plus longtemps possible pour mes enfants, malgré le fait qu'on m'ait expliqué que mon estimation de vie était forcément dégradée, hein, dans le cas où tous les organes sont touchés et où c'est très compliqué, étant alité presque 20 heures sur 24, avec des jours où je peux pas m'alimenter, des jours où je peux pas bouger. Je suis très touchée au niveau du cerveau, j'ai un hypométabolisme grave au niveau du cerveau et j'ai une démyélinisation qui est en train de s'aggraver. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, mais je m'accroche. Moi, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour donner déjà l'espoir à toutes les personnes qui sont victimes et de la protéine spike par l'injection ou par les infections, de s'accrocher. Parce que oui, on arrivera à trouver des solutions, j'en suis persuadée. Mais c'est surtout qu'il faut qu'on tienne bon, qu'on soit tous les uns avec les autres, qu'on soit tous unis pour pouvoir justement se battre contre ces pathologies et contre toutes ces personnes qui nous ont causé du mal. Aujourd'hui, je pense que cette épreuve a apporté aussi des belles choses.
Et ça, il faut le garder vraiment en conscience, c'est-à-dire de rencontrer des magnifiques personnes comme toi, Marc, comme Annie, comme Jean-Marc. Voilà, c'est des personnes qui nous aident, qui vont nous aider, qui nous soutiennent. On est une grande famille aujourd'hui. Moi, j'essaye de me battre auprès, pour tout le monde, pour toutes les victimes, parce que j'ai encore la possibilité de pouvoir parler, même si mon cerveau est atteint et qu'à des moments c'est très compliqué. Ben, quand j'ai la possibilité de pouvoir le faire, je le fais. Donc là, aujourd'hui, je suis avec vous pour vous dire accrochez-vous, tenez bon, on va nous trouver des choses pour aller mieux. On obtiendra bien évidemment un jour une justice, une reconnaissance et une aide médicale, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'il faut tout le monde vous accrocher, ne lâchez rien. Moi, je pense être un exemple de par la multitude de mes symptômes, mais je m'accroche toujours à cette phrase qui a toujours pire que soi. Quand je regarde ma sœur de cœur qui atteint de la maladie de Charcot, version vraiment très agressive, Mélanie, je pense à elle tous les jours quand je suis en souffrance et que j'arrive pas à marcher le matin. Je me dis qu'elle peut plus le faire. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher tous les jours, profiter de chaque instant. C'est vraiment ma philosophie de vie. Je remercie aussi Annie parce qu'Annie a été une des premières personnes qui m'a permis en fait de pouvoir comprendre ce qui se passait. Et ça, c'est super. Aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui sont ensemble pour vous aider, ne pas rester dans le noir, ne pas rester dans la souffrance, ne pas rester isolé, parce que communiquer, c'est important et on peut avoir des solutions à tous les niveaux où vous êtes, en fonction de vos symptômes et de vos pathologies. Il y a toujours la possibilité de pouvoir se soutenir, s'aider et pouvoir se battre. Il faut rien lâcher, vraiment rien lâcher. Moi, maintenant, je fais partie de l'association à victimes, mais toutes les autres associations sont évidemment dans mon cœur. Je pense à l'UPGCS, je pense aussi à toutes les associations comme Où est mon cycle, on a une autre dose, VPC 19, on a aussi l'Héritif France. Enfin voilà, vous êtes tous là dans un même but et on y arrivera, c'est certain. Accrochez-vous, soyez unis, aimez-vous les uns les autres et apportez de la lumière à vos vies. Accrochez-vous puisque de toute façon, même s'il y a la souffrance, derrière, il y aura toujours du réconfort, il y aura toujours une part de bonheur pour vous accrocher à ça. Voilà, c'est mon petit message aujourd'hui et j'espère que vous le prendrez vraiment chaleureusement droit au cœur et que vous continuerez à garder tous votre lumière et à croire aux jours meilleurs qui arrivent. J'en suis persuadée, 2025 sera une très belle année. Je sais pas si tu les entends bien, hein, mais forcément tu as ému tout le monde par ton témoignage, et puis tu as été beaucoup applaudi et nous on t'envoie plein de cœur et toute notre tendresse avec Marc, voilà. Merci. Vous qui nous donnez aussi la force. Courage, voilà. Je veux rebondir de 5 minutes, je sais pas, tu crois que je lui donne 5 minutes, il a mérité. Évidemment. C'est là aussi depuis le début, Marc, tu mérites. Est-ce que tu as besoin que je mette ton... Ouais. Eh bien, alors donne-moi ma souris. Et parce qu'en plus, il m'a fait travailler tard hier soir, tu sais. Mon tapis aussi, merci. Il fait partie des gens qui m'ont empêché de dormir hier soir. Oh, allez. Faut que j'aille chercher. Il m'envoie 15 photos, mais je dis, mais je fais comment là? Ah bah vas-y, Annie, fais-lui un PowerPoint, tant qu'à faire. Ça se paiera, ça se paiera. Allez, non, mais ça y est, regarde. Ça, je vais te refaire partager l'écran. Moi, je vais vous dire que c'est pas son émotion que ça représente. Toutes les victimes, tous les collectifs, les associations qui sont là, on a aussi le lien 19, c'est quand même il y a aussi la Storymedia, il y en a tellement d'autres, les victimes, victimes, je suis moi-même administrateur d'un collectif, le collectif citoyen syndrome post-vax. Je ne pourrais pas tout citer, voilà. Donc, je suis en présentiel comme ça, ça me touche beaucoup. Je remercie Annie pour son invitation et son ouverture ici à nous laisser prendre la parole en syndrome post-vax. C'est normal. Merci. C'est normal, tu sais bien depuis le début.
On s'est Oui. rencontré avec Macha grâce à toi aussi. On a pu développer des choses. Il y a plein d'actions qui sont faites aujourd'hui par rapport à ces problèmes vaccinaux. Et j'envoie des clins d'œil très rapides, ça prend 30 secondes. Mais il y a des collectifs, je pense à Yolène, qui est un collectif qui a 23 000 adhérents, je ne sais pas si vous vous rendez compte, autour du vaccin. Je parle bien que de la vaccination. Il y a Doumé, Dominique Solenzara, qui je pense qu'il fait un travail admirable parce qu'il a réussi à retrouver, à regrouper des victimes des vaccins par le numéro de lot avec les 2 lettres et les 4 chiffres qui suivent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, j'ai 2 Pfizer et j'ai fait un micro-ABC, j'étais triathlète, je suis un artiste musicien. Je suis artiste musicien, je suis professeur dans un conservatoire aussi, je faisais du triathlon et aujourd'hui j'ai tout stoppé. Vous me voyez là, j'ai bonne mine, mais je vous cache pas la souffrance qu'on endure tous depuis plus de 3 ans, depuis qu'on est vacciné. Et ça a été une hécatombe. Alors, en tant qu'administrateur de collectif, comme tous les autres, on a affaire à des horreurs chaque jour. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est vraiment une horreur. Et voilà, on a affaire à ça quotidiennement. Et voilà, je vais essayer d'aller très très vite. J'étais encore ce matin, j'ai encore reçu une vidéo d'un éminent statisticien américain qui s'appelle Peter Halligan et qui se base sur des données gouvernementales aux États-Unis. Et les chiffres dont on a parlé aujourd'hui, à mon avis, sont pas les bons en fait. Oui. Et d'après les statistiques de ce Peter Halligan aux États-Unis, les vaccins auraient causé au niveau mondial aujourd'hui environ 20 millions de décès et 2 milliards d'effets secondaires. Voilà. Et là, on n'a pas tout comptabilisé d'après lui, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont touchés et voilà, il y a des personnes qui sont décédées et dont on n'a pas comptabilisé que c'était dû au vaccin parce qu'ils ne savent même pas, ils sont pas conscients, mais voilà. Donc voilà. Donc, je parlais tout à l'heure des collectifs associations. Je fais un clin d'œil aussi à Marc Gérondeau, Action 200 Belgique. On se retrouve dans plein de mince, je perds le mot, des rassemblements, de rencontres, de rassemblements. Et il y a un lien tellement fort sur l'idée que là, je les ai nommés, Michel Procureur, Thierry Sudmont. Ouais, voilà. J'enchaîne vite parce que je sais que tout le monde est fatigué un peu. Hein, non. Mon histoire Vax, je vous l'ai décrite rapidement. Quelques semaines après la 2e dose de Pfizer, j'ai carrément perdu physiquement mes capacités. Je faisais du sport tous les jours. J'étais obligé de diminuer de moitié. Après, je ne faisais plus que le tiers, ensuite le quart, jusqu'au moment où j'ai fait un micro-AVC après avoir monté le col d'Isoire dans les Hautes-Alpes. J'étais au volant de la voiture, dans les petites routes de montagne. Voilà un peu comment ça a commencé pour moi. Ensuite, perte de sommeil complète pendant 6 à 8 mois. Je ne sais pas comment je fais pour être devant vous aujourd'hui. Et ma femme pourrait le constater, elle se demande toujours comment je fais pour être encore là aujourd'hui. Inflammation cérébrale, mais indescriptible. Vertige, déséquilibre, toujours aujourd'hui quand je vous parle. Hein, ça, voilà. Acouphène permanent. Fatigue terrassante, indescriptible aussi. Voilà. Malaise à l'effort. Je peux plus courir 10 minutes sans faire de malaise aujourd'hui, toujours aujourd'hui, plus de 3 ans après. Alors voilà, l'errance médicale qui a été terrible. Il y a des sons à la télévision, je ne peux pas les supporter. Je suis obligé de me boucher les oreilles. Voilà. C'est donc effectivement, ben c'est ce qu'on subit, c'est ce que Jean-Marc disait tout à l'heure. On a
il faut qu'on fasse front commun puisque de toute façon, on est les mêmes victimes, les mêmes. Et les symptômes qu'on subit, ils sont handicapants. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai été obligée de m'allonger. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté la conférence du docteur Menat, mais j'étais obligée d'enlever certains stimuli. Donc, j'ai été obligée de passer en position allongée et de fermer les yeux pour ne plus avoir de lumière. Sinon, c'est trop pour mes capacités cognitives et ça me développe une inflammation énorme. Donc, j'étais obligée de m'allonger si je voulais tenir ma journée. Voilà. Ce que Nelly a fait après, elle aussi est Covid long post-infectieux et elle a été obligée parce qu'elle tenait bon, c'est moi qui l'ai vue. Elle n'était plus en état du tout. Je lui ai dit, mais va t'allonger, on l'a obligée. Elle était gênée par rapport à vous. Mais je dis, mais non, on est victime, on n'a pas à être gêné. Et ça aussi, malheureusement, beaucoup de malades sont victimes du regard des autres. Ils ne veulent pas, c'est ce que je disais, on fanfaronne, on sourit, on nous dit ça va bien, parce qu'on ne veut pas toujours aller charger les personnes en face de ce qu'on ressent. Et en supplément, on ne veut pas charger nos familles, nos aidants à qui il faut faire un grand bravo quand on a des personnes comme ton épouse qui comprennent, qui soutiennent, comme bon là on a des compagnons des membres de l'UPGCS qui sont présents et qui nous soutiennent. Et ils nous soutiennent doublement, hein. Ils nous soutiennent comme ton épouse, ils nous soutiennent comme malades lourdement handicapés et malades engagés au service des autres. Parce que non seulement on est plus présent pour eux à cause de la maladie, mais en plus on n'est pas présent pour le temps qu'on donne aux autres. Alors moi, je tire un grand chapeau aussi aux aidants, aux compagnons, parce que je veux vraiment aussi les mettre en lumière, aux parents qui ont dû changer leur mode de vie pour aider leurs enfants. Il ne faut pas les oublier, parce qu'ils ont un parent qui a un enfant malade, c'est une double peine pour lui, parce qu'il voudrait tellement pouvoir protéger. On pense toujours que l'amour protège son enfant, et voir son enfant malade, c'est une horreur pour un parent. Et donc, ces parents-là aussi, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. C'est incroyable. Non, il n'y a pas que le malade qui est victime, il y a toute sa cellule familiale. Et chapeau et merci à nos aidants et à nos compagnons et compagnes. C'est important. Alors maintenant, je vais rentrer dans des détails un petit peu plus médico-techniques et je vais certainement avoir besoin de Jean-Marc et de Claude, s'il y a moyen. J'ai des petites photos à vous montrer. Enfin, voilà. Ah, aussi, en attendant qu'ils puissent arriver. Oui. Et bon, moi, j'aime bien comprendre quand il m'arrive quelque chose. J'ai été comme ça avant de me faire vacciner. Je prenais même pas de Doliprane ou de paracétamol quand j'avais mal au crâne. De toute façon, ça m'arrivait rarement. J'ai jamais eu aucun problème de santé avant. Donc, j'ai entendu parler d'une fameuse protéine spike. Bon, on en a parlé toute la journée. Hein. Elle peut être virale, elle peut être vaccinale. Voilà. Donc, je me suis déplacé jusqu'en Allemagne, à Magdebourg, dans un établissement, un laboratoire qui était capable de la doser. Et on y est allé à 4 victimes avec 3 de mes amis bruxellois, dont Pierre, qui a fait 2 infarctus de la semaine qui a suivi l'injection, Julie et Lucie, qui ont été hospitalisées pendant des mois parce que chez l'une, il y avait dès le lendemain, ou même dès l'après-midi de la vaccination, les veines qui pétaient dans leurs jambes et dans leurs bras à vue d'œil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Enfin bref, je passe. Donc moi, je suis allé avec eux pour faire doser cette protéine spike. Et il se trouve que 2 ans et demi après, parce que moi, j'ai pas fait de Covid, je pète les scores dans
dans le plasma, j'ai de la spike plein le plasma. Dans les exosomes, Jean-Marc saura vous expliquer ce que c'est, moi ça me dépasse, hein. Et dans le système immunitaire, on a retrouvé dans les cellules du système immunitaire. Alors voilà, ça c'est une chose. Et des cas de victimes, c'est moi qui pète les scores, bien entendu, bien au-dessus, donc vous vous rendez compte. Voilà. Est-ce que c'est une réponse ou pas à mes problèmes de santé? Marc, Claude. Oui. Bah, pour ma C'est part, vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aberration d'avoir autorisé ce vaccin en urgence alors qu'il y avait des traitements. C'est que personne ne savait, à partir du moment où on vous injectait de l'ARN messager qui était destiné à vous faire synthétiser de la spike, personne ne savait les quantités de spike que vous allez vous synthétiser. Donc toi, Marc, tu as certainement été un superproducteur de spike et sur les deux injections. Alors comme il y a des dans les gens qui infectent les autres, il y a des gens qui sont surnommés les super spiders, c'est-à-dire ceux qui infectent beaucoup. Donc, en ayant attrapé le virus, ils arrivent à excréter énormément de virus. Donc, c'est exactement le même phénomène, toi, pour la vaccination, pour la spike. C'est le vaccin entre guillemets de Pfizer BioNTech. Alors, celui-là, pour les doses adultes, c'est 100 microgrammes qui sont délivrés et ça correspond, les 100 microgrammes, à 14 000 milliards de molécules d'ARN messagers. Le Spikevax de Moderna, c'est 47 000 milliards, puisqu'ils injectent 100 microgrammes. Là, en fait, non, le Comirnaty, toi, c'est 30 microgrammes. Parce qu'ils ont baissé. Initialement, en fait, c'était plus haut. Et ils ont baissé. Avant, le Moderna, il était à 200 microgrammes et le Pfizer, il était à 100. Après, ils ont baissé à 100. Et la dose adulte, en fait, pour le Pfizer, c'est 30 microgrammes pour les adultes, ce qui fait justement, ce qui fait 14 000 milliards de molécules d'ARN messager. Après, de 5 ans à 12 ans, ils injectent un tiers de la dose, qui fait 10 microgrammes. Et de 6 mois à 5 ans, c'est un dixième de la dose, c'est 3 microgrammes. Mais en fait, bon, ces vaccins, c'est une aberration parce que normalement, ils auraient dû tout arrêter depuis très très longtemps. Les vaccins ARN messagers, en fait, je parle de vaccins, mais en fait, ça n'en sont pas. Ils auraient dû déjà tout arrêter parce qu'il y a eu très rapidement des effets secondaires. Mais même là, actuellement, ils sont en train de développer des nouvelles familles de vaccins ARN messagers qui sont encore bien pires que celles qu'on connaît actuellement. Et normalement, ils auraient déjà dû tout stopper le 6 décembre, déjà 2023, parce qu'il y a un article qui est sorti dans Nature et qui montre que les modifications de nucléotides qu'ils ont réalisées dans les ARN messagers qui sont utilisés actuellement, pour le Spikevax et le Comirnaty, qui montrent que les dérivés de nucléotides qui ont été insérés dedans, qui sont des dérivés qui s'appellent méthyl-1-pseudouridine, donc ils ont substitué des nucléotides normaux par un nucléotide qui est trafiqué, qui est présent 300 ou 400 fois dans un ARN messager. Et ils ont montré clairement qu'il y avait des problèmes de traduction, c'est-à-dire que quand il y avait la lecture par le ribosome de l'ARN messager pour qu'il soit traduit en protéine spike, il y avait des erreurs. Le ribosome de la cellule, qui est le système de traduction en fait de l'ARN messager en protéine, se trompe, ne reconnaît pas bien la méthyl-1-pseudouridine, et du coup, il saute un cadre de lecture de +1, ce qui veut dire que le ribosome qui lit des triplés de nucléotides passe au triplet suivant, et à ce moment-là, ça décale complètement le cadre de lecture, ce qui veut dire que tous les acides aminés qui vont être incorporés dans la de protéines aberrantes qui vont être produites. Et le gros problème, c'est que ces protéines aberrantes, on ne connaît pas leur nature, on ne connaît pas leur structure chimique.
mais elles vont stimuler également le système immunitaire de la même manière que la protéine spike stimule le système immunitaire. Et ça veut dire qu'on peut avoir des immunoréactivités croisées, c'est-à-dire par exemple une production d'anticorps contre une protéine fantôme aberrante qu'on ne connaît pas, qui va être capable de croiser avec une autre, de reconnaître par exemple une autre molécule, et ça peut provoquer donc des déficiences et puis évidemment avoir des effets très délétères. Et bien là, ils continuent. Et donc, en résumé, ils sont en train de travailler sur 3 types de nouveaux vaccins à ARN messager, entre guillemets. Et bon, c'est pas une vue de l'esprit, parce qu'il y en a un qui a été accepté déjà en 2023 au Japon et qui a été injecté chez l'homme. Ils ont déjà injecté plusieurs milliers de personnes avec. C'est les vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Ils développent également des vaccins ARN messagers transamplifiants et à point quantique de graphène. Et ceux-là, c'est les pires de tous. Les auto-amplifiants, c'est probablement les pires de tous. En gros, les auto-amplifiants, ils incluent une séquence dedans qui va permettre à notre organisme de fabriquer en continu de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des copies de cet ARN messager. Ça veut dire qu'en gros, on n'a plus besoin de rappel parce qu'en fait, notre corps produit en permanence l'antigène, la protéine spike. Alors, comment ils font ça? C'est que dans un ARN messager normal, dans la structure, enfin c'est peut-être un petit peu trop long, mais enfin bon, je taille dans la structure d'un ARN messager, donc il y a une coiffe, et puis il y a différentes portions dans l'ARN messager. Il y a une région 5' UTR, il y a une région ORF qui code pour la protéine spike, il y a une région 3' UTR, et il y a une queue de polyadénylation. Et donc, ce qu'ils ont fait dans ces ARN messagers auto-amplifiants, c'est qu'ils ont introduit entre la région 5' et la région 3' pour la protéine spike, ils ont introduit un complexe réplicase qu'ils ont prélevé à un autre virus. Donc, c'est soit de la famille des flavivirus, soit des alphavirus. Donc, dans les alphavirus, généralement, c'est un alphavirus. Il y a le semmivirus, il y a le virus Semmicky Forest Virus, et puis il y a aussi le 3e virus qui est le virus de l'encéphalie équine vénézuélienne. Et en fait, ce qu'ils ont prélevé dedans, c'est une portion d'ARN qui va coder pour plusieurs protéines non structurales qui proviennent de ces virus, alphavirus ou flavivirus. Et ça va coder pour un complexe réplicase. Et la réplicase, c'est une enzyme qui a une activité RNA polymérase, RNA dépendante. Ça veut dire que quand il y a la traduction de l'ARN messager, donc le ribosome vient lire l'ARN messager, il va produire les protéines correspondant au complexe réplicase. Généralement, les protéines qui s'appellent NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Après, il va produire la protéine spike. Et donc, ce complexe réplicase, comme il a une activité RNA polymérase, RNA dépendante, c'est-à-dire qu'il est capable de copier de l'ARN en ARN, il va faire le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Ce brin complémentaire, il est de polarité négative, ça veut dire qu'il ne peut pas être traduit en protéine, contrairement à l'ARN messager auto-amplifiant qui est de polarité positive parce qu'il peut être traduit en ARN. Mais par contre, cet ARN messager complémentaire qui est en fait non codant, il va servir d'amorce pour fabriquer le brin complémentaire qui, lui, va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'on va produire en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant, du complexe réplicase et en plus de la protéine spike ou toute autre protéine, parce qu'en fait, cette stratégie de l'ARN messager auto-amplifiant, il peut servir pour n'importe quel vaccin. Et en plus, on va produire encore beaucoup plus de spike, puisque au niveau de la région 3' qui code pour la protéine spike, il y a un promoteur sous-génomique qui fait que le complexe réplicase peut encore fabriquer plus de protéines spike qu'une copie normale. Donc, ça, c'est vraiment fait pour tuer les gens. Ça, c'est clair que de toute façon, pour la santé, ça ne va pas être terrible. Alors, ça ne sera peut-être pas visible tout de suite parce que les doses injectées vont être très faibles. Les doses injectées, c'est de l'ordre de 50 nanogrammes. Donc, c'est beaucoup plus faible que des ARN messagers conventionnels, on va dire conventionnels. Ça veut dire que ça mettra peut-être plus de temps à se voir, mais de toute façon, ça va être très délétère pour l'organisme. Ça c'est clair. Oui, parce que notamment, vous disiez concernant les aberrations de protéines qui peuvent être synthétiques, quoi. Et encore dans les protéinopathies, donc toutes ces familles de protéines qui normalement nous donnent classiquement des troubles neurologiques. Donc, si on a tous ces troubles neurologiques, c'est que peut-être qu'il y a des protéines normales qui sont synthétisées. Et dès que le cancer en stylet, comme Simon Dernier, dénonçait le risque de l'oxydation et la formation
toi, là. Ouais, faut se mettre devant. Alors, monsieur Roger, Tiens, tiens. vous simplement rappeler le bilan des hypothèses de M. Montagnier sur les régimes de la vaccination. Et M. Montagnier a envoyé une lettre au président de la République qui l'avait passé et il avait demandé arrêtez-vous de vacciner ce vaccin qui a pas de danger et surtout fiez-vous aux expériences de médecins qui ont traité et qui ont eu de bons résultats après le traitement. C'était la lettre de M. Montagnier à notre propos que nous avons des solutions. Merci. Je vais me remettre devant le récit. Jean-Marc, si tu veux bien, je peux dire. Il y a affaire à des sommités du monde de la recherche et du monde médical et je leur demande de se pousser. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire quelques photos. Comment je fais? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ouais, Arnaud, merci. Ouais. Je ne me suis pas arrêté là, comme moi j'aime bien comprendre ce qui se passe dans mon organisme. Quand on est sportif, normalement, ça faisait 30 ans que je faisais du vélo et 10 ans du triathlon, on connaît son corps quand même. Et quand il vous arrive des choses pareilles, ben, en tout cas moi, même si je n'étais pas en état de santé, j'ai tout fait pour... alors comment je peux faire maintenant? J'ai tout fait pour chercher des choses quoi, en tant que néophyte. Donc, tu sais, je voudrais faire, il y a 6-7 photos. J'ai qu'à faire comme ça. Donc, toc, voilà. Alors, j'ai fait analyser ouais, 2 gouttes de sang prélevées à l'index. 2 gouttes de sang mises sur l'âme, observées au microscope, grossies entre 400 et 800 fois. Hein. C'est un ami en géologue qui m'a fait ça, dont j'étais réellement parce qu'il préfère rester. Vous comprendrez. Hein, voilà. Arnaud, il suffit que je clique, ça va défiler. Hein. Donc, normalement, des globules rouges, mais je vais vous laisser la parole encore une fois parce que ça ne doit pas être aggloméré comme ça. Non, normalement, non. Normalement, vos globules rouges sont bien séparés. Ça, c'est une agglutination. C'est ce qu'on retrouve dans les maladies auto-immunes ou les conséquences de certaines personnes rares, comme le petit hélicobacter pneumoniae. Et on retrouve aussi là les maladies agglutiniques froides. Donc, ce sont ces gros qui nous portent les résultats de chirurgie, c'est-à-dire de globules globulaires moyennes, à partir des analyses pathologiques. C'est des tableaux de. Oui, de globules. En fait, c'est parce que les globules rouges qui vont potentiel des états, qui fait que normalement, on peut passer avec les. Et un des globules rouges, il y a des récepteurs particuliers, c'est les glycoprotéines. C'est les familles de glycoprotéines, généralement, c'est la glycoprotéine A. Et elle a la particularité d'être une toute petite protéine, je crois qu'elle fait 120 résidus, qui a beaucoup d'acide sialique, qui est très chargé donc négativement, et qui capte en fait les microbes. C'est les globules rouges, ils ne font pas que transporter le dioxygène ou transporter le CO2, ils interviennent aussi dans le transport de divers complexes, parce qu'il y a un antigène qui s'appelle le CD20 qui est dessus, et notamment, ils servent aussi à piéger les microbes. C'est-à-dire que ce sont des agents en fait supplétifs du système immunitaire. Ils provoquent une certaine clearance en fait en allégeant en fait la charge directe dans le sang des microbes. Et ces glycophorines A qui sont très chargées négativement, qui sont très acides, piègent justement les glycoprotéines d'enveloppe des microbes qui sont généralement basiques, et donc ça les neutralise. Et quand il y a quelque chose qui se fixe sur ces glycophorines A, souvent ça provoque justement une modification du potentiel zeta qui fait qu'ils commencent à s'agréger. C'est pour ça qu'on voit des rouleaux aussi. Merci pour ces explications un peu complexes pour moi. Alors, j'ai d'autres surprises. Bon, voilà, on voit encore un phénomène de rouleau. Et là, c'est dommage. Arnaud, il y a la barre, là, on ne peut pas l'enlever parce que c'est dommage parce que ça cache un... Voilà, voilà, super. Merci, Jean-Marc. Ben, encore une fois, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que c'est que ces choses?
Alors, moi, je ne peux pas vous dire exactement. J'ai un certain nombre de savoir quand soit de vaccination de métaux. On a même, actuellement, il faut savoir aussi, dans le sein, chez quelqu'un qui n'est pas malade, on arrive à retrouver des microplastiques. Donc, si je ne sais pas du tout ce que c'est, mais malheureusement, et de tout ce qu'on nous propose, et de tout ce qu'il y a comme client, que ce soit par la vaccination ou que ce soit par autre chose, c'est pas possible qu'on a vu dans le sens client des éléments surprenants. Et quand on sait que les microplastiques, il y a des millions dans les océans, il y a des millions de petits poissons, il y a des derniers poissons, il y a des poissons, etc. Voilà. Je ne pourrais pas dire que c'est beaucoup de familles, J'en mets une autre? oui, oui. Si, ah mince, ça défile plus du coup. Parce que là, des fois, on ne peut pas dire ce que c'est. Non, on ne peut pas. J'arrive pas à défiler Ça peut les. être des- Oui. Oui, 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 c'est ça. On est embêté, Arnaud. Ouais, reste avec nous. Voilà. J'arrive plus à défiler Alors, dans le. ce grossissement, de toute façon, Ah, voilà, voilà. là, le grossissement, en effet, Savoir si c'est dans le sang, si c'est contaminant, ça ressemble à une oxalate. C'est marrant. Ça ressemble à une oxalate. tu confirmes. Est-ce que ça venait de la lame, du support de lame, ça, je sais pas. Vous savez, des fois, il y a des résidus de silice aussi. Moi, j'ai entendu parler, oui. Oui. J'ai entendu parler de cristaux. Ouais, des cristaux. Ah, ça, Oui, ça. des cristaux. Mais c'est quoi ça? C'est pas ça. Ouais. Mais, c'est pas, c'est pas. Oui, ça doit être Ouais. J'avance. Hop. C'est des massifs qui sont, ça, c'est des massifs qui sont propres. Ah oui, oui, ça, Ça, oui, c'est d'accord. c'est ça. Et la tige, là. Oui, ça, c'est- Alors, je vais un peu plus loin. Il y a des éléments surprenants. Voilà, dans l'océan. Alors, est-ce que il faudrait. Le problème, c'est que je vous avoue que personnellement, je ne suis jamais trop amusé, mais comme il y a des géologistes dans la salle, pardon, qui sont très compétents, comme nous, d'éliminer le lame soulevé, je dois reconnaître que je suis capable de dire si c'était suite à un vaccin ou si suite à ce qu'on peut trouver parfois comme des contaminants sur une. Attention. Et là, Un parasite. ah, peut-être, oui. Et alors, ça, c'est intéressant. Alors, moi, mes connaissances s'arrêtent à ce niveau-là. Je ne peux pas Oui, dire un grand vrai, filament. donc je ne vais pas. Si c'est un grand filament, ça peut être de la nécrose des granulocytes neutrophiliques. Donc, il y a des granulocytes neutrophiles qui font de la nécrose et des granulocytes échinophiles qui font de l'étose. En fait, ce sont des cellules, hein, les granulocytes neutrophiles, c'est des cellules du système immunitaire qui sont faites soit pour phagocyter, soit pour se suicider. Et on en produit énormément, hein, je crois qu'on en produit 100 milliards par jour. Et en fait, elles font, parce que ça ressemble quand même, le fait que ce soit des filaments comme ça ressemble à la nétose. En fait, la nétose, c'est le granulocyte neutrophile qui se suicide. Il se suicide et il y a son noyau cellulaire qui se décondense. Il y a la chromatine qui correspond à l'ADN qui se décondense et qui est projeté, en fait, qui est projeté contre les microbes pour les neutraliser. Ou bien d'autres substances, ça peut être contre le graphène, etc. C'est dès que ça voit un truc étranger, ça balance un filet. C'est pour ça qu'on appelle la nétose. Derrière ça, ça a l'air d'être linéaire. Ça a l'air d'être. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des cellules qui se suicident et
elles décondensent leur chromatine et leur chromatine est projetée, en fait, c'est pour ça que ça fait un réseau, c'est projeté contre les microbes et en même temps, ça envoie des enzymes comme l'élastase, etc. Et pour décondenser la chromatine, vous savez, la chromatine, c'est de l'ADN. Et l'ADN, ça va être extrêmement chargé. Ça va être extrêmement chargé négativement. Hein. Pourquoi? Parce que dans de l'ADN, vous avez donc une base, vous avez un désoxyribose et vous avez un groupement phosphate. Et à chaque nucléotide, vous avez un groupement phosphate qui apporte une charge négative. Donc l'ADN est extrêmement chargé négativement. L'ADN, c'est un polyacide. Et ce qui se passe, c'est que pour condenser la chromatine, il y a des protéines très basiques qui viennent s'enrouler autour de l'ADN, c'est des protéines histones. Et elles sont très riches en acides aminés basiques, notamment lysine et surtout arginine, qui est l'acide aminé le plus basique. Et en fait, il y a une enzyme qui s'appelle la PAD, hein, c'est la peptidyl arginine déiminase, la PAD, qui est capable de transformer justement l'arginine en citrulline. Et la citrulline, c'est un analogue structural de l'arginine, mais qui n'est pas chargé. Et du coup, ça enlève des charges négatives, ça enlève justement des charges positives à la protéine histone. Et donc, comme elle n'est plus capable de former des liaisons salines avec l'ADN, et ben, elle se décondense, cette chromatine. Et comme cette chromatine est très chargée négativement, elle vient piéger les microbes qui généralement sont très basiques. Et c'est un processus, en fait, c'est de l'ADN. Hein. Le processus de nétose, c'est de l'ADN. Et ça peut expliquer justement, et à mon avis, c'est le cas, ce qu'on voit chez les personnes qui sont mortes des injections vaccinales. Plus souvent, c'est les injections vaccinales plutôt que l'infection. On voit justement des espèces de filaments blancs, qui bouchent en fait complètement les vaisseaux sanguins. Et en fait, qui ne sont pas détruits en utilisant des protéines. Il faudrait utiliser des DNAs pour les dégrader, parce qu'en fait, c'est de l'ADN. C'est pour ça que c'est blanc, un peu rouge, je pense, c'est une espèce de réseau filamenteux. Ouais, on m'avait appris, on m'avait appris que ça s'appelait des nanogels qui étaient compris dans les doses du vaccin. Nanogels, je ne sais pas si ça te parle, Jean-Marc. Ben, nanogel, en fait, ça veut dire que c'est des gels à l'échelle nano. Hein. Donc, l'échelle nano, c'est nanométrique. Quoi. Voilà. Et on en voit en plus pas mal hein, de la nétose. C'est fréquent. Merci beaucoup. Bien, voilà un peu pour mon témoignage à moi. Merci de votre écoute. Avec la fatigue, c'est pas facile, je sais, merci. Alors, j'invite les associations véritives à venir sur scène, Solid Éclat aussi, si vous voulez prendre la parole, même quelques instants, quelques secondes. Voilà, vous êtes invités à venir nous rejoindre. Annie, oui, viens. Merci Annie hein, pour le temps attribué à mon témoignage. Alors, quand il vaut mieux être devant l'ordinateur quand Ok. Ouais, tiens. Peut-être on attend Annie, ouais. C'est Annie. Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Je représente ici Solid Éclat, une association composée de soignants partout en France qui permet donc à tout citoyen de déclarer ses effets indésirables post-injection Covid. C'est donc une association qui permet effectivement d'être à l'écoute des personnes qui ont subi des effets indésirables parce qu'elles sont démunies et souvent, en fait, quand elles sont dans leur parcours de soins,
avec des médecins qui leur répondent circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lien, j'ai pas le temps de déclarer, euh, et tout ce que vous connaissez. Donc, du coup, l'association a été créée pour justement pallier à cette problématique de tous soignants. En France, en fait, la législation oblige les médecins et toute personne du corps médical et pharmaciens également et dans le système de santé à déclarer tout effet indésirable, quel que soit le médicament, quelle que soit la molécule en fait qui a été en contact avec l'organisme et qui crée des effets indésirables. Donc, une vaccination, pourquoi pas, mais aussi n'importe quel autre médicament. Et ça, c'est dans la législation, c'est obligatoire. Ça veut dire que là aussi, personne n'a, ou en tout cas très peu de médecins et de soignants ont respecté cette législation. Donc, il est important en fait de faire remonter tout effet indésirable au centre de pharmacovigilance, parce que plus il y aura de déclarations d'effets indésirables, eh bien, il y aura potentiellement une alerte et ça permettra en fait d'en tirer des conclusions pour justement peut-être arrêter en fait les injections, comme dans d'autres médicaments où on a arrêté la mise sur le marché. En l'occurrence, vous connaissez peut-être aussi le docteur Amin Umlil, donc pharmacien à la pharmacovigilance de l'hôpital de Cholet, enfin qui a été qui donc a eu des gros problèmes aussi, voilà en fait, qui donc n'a plus de travail en fait puisqu'il a fait son travail. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Donc en fait, pour solliciter l'association, si vous rencontrez des problèmes en fait de déclaration parce que votre médecin ou autre en fait ne veut pas déclarer pour vous, parce qu'on a aussi enfin, on s'est rendu compte que en fait, en tant que citoyen, vous pouvez aussi déclarer des effets indésirables. Il y a un formulaire, enfin, ça a toujours existé, mais tout citoyen pouvait en fait déclarer. En tout cas, donc maintenant, voilà, vous pouvez aussi déclarer. Sauf que on s'est aperçu qu'au niveau des centres de pharmacovigilance, quand le citoyen déclarait, c'était a priori moins pris en compte, voire pas du tout. Et quand c'était appuyé par une personne du corps médical, donc avec sa signature, la déclaration était a priori prise en compte. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi des personnes qui reviennent solliciter Solidéclat parce qu'elles ont déjà fait une déclaration personnelle et elles n'ont pas eu de retour. Donc, elles recommencent avec l'association Solidéclat. Et donc, il y a un numéro de téléphone pour contacter Solidéclat. Il y a également une adresse mail. Et voilà, hein, sur le site de l'association UPGCS, il y aura donc toutes les informations. Et puis, une personne, de toute façon, prend l'appel téléphonique ou répond au mail. Et ensuite, il y a tout un processus donc d'accompagnement pour en fait remplir le document. Donc, c'est l'association Solidéclat qui remplit le document avec l'aide donc de la personne qui sollicite Solidéclat. Et ensuite, donc, c'est envoyé à la pharmacovigilance ou parfois, ce qui peut aussi arriver, c'est que le médecin traitant donc, dit qu'il n'a pas le temps, parce que c'est vrai que c'est une démarche, enfin un dossier en fait à réaliser et ça prend du temps. Hein, en fait, quand on prend en charge des patients, ça prend plusieurs heures, des appels, plusieurs appels et c'est vraiment important d'avoir un dossier très bien écrit et pour que justement ça passe mieux au niveau de la pharmacovigilance. Donc, quand ce dossier est préparé en fait par l'association Solidéclat,
parfois, en fait, le médecin traitant veut bien donc prendre le dossier tout prêt et ensuite signer et l'envoyer pour son patient, parce qu'en fait, c'est le médecin traitant. Donc, on peut aussi, en fait, aider dans ce sens-là, ou bien, si le médecin traitant ne veut vraiment pas, et alors Solidéclat le fera. Oui. Alors, je suis en train de penser, tu vois, en t'écoutant, qu'on avait fait quelque chose dans l'affaire des Votirox pour les déclarations en pharmacovigilance où les médecins ne voulaient pas faire. Et on a interpellé le Conseil de l'ordre parce qu'il faut savoir qu'un médecin est obligé de faire la déclaration. euh, il a l'obligation de déclarer ce qu'il constate chez le patient et ce que lui relate son patient, c'est-à-dire les deux. Lui, il fait une constatation médicale, mais sur le certificat, il doit relayer les plaintes du patient. Et donc ça, on avait obtenu que le Conseil de l'ordre le rappelle à tous les médecins dans l'affaire Levothyrox. Donc je me dis que nos associations pourraient réinterpeller le Conseil de l'ordre pour remettre les médecins devant leurs obligations. En revanche, le médecin traitant n'a pas à établir la causalité des plaintes du patient. Ça relève de l'expertise médicale qui n'est pas de son fait. Donc, dans la mesure où vous ne lui demandez pas d'établir la causalité, il ne peut pas vous refuser la déclaration. Et je pense que UPGCS et Solidéclat pourraient ensemble redemander au Conseil de l'ordre national de rappeler aux médecins leurs obligations et leurs devoirs vis-à-vis de leurs patients. On l'a obtenu pour les malades du lévothyrox, on doit l'avoir pour les... Mais ah oui, 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 oui. Non, non. Mais après, je vais te dire, si on est une association à demander, ça n'a pas beaucoup bougé. Si on est deux associations, on est plus forte. Si on est 8 associations, 10 associations, là, on commence à être audible, non? Tu ne penses pas? Alors, ce que je pense surtout, c'est que tout personnel du corps médical connaît ses obligations et que il connaissait aussi primum non nocere. Visiblement, ils ne l'ont pas tellement suivi. Et donc, ils savent qu'ils ont l'obligation, en fait, de déclarer tout effet indésirable. On prend n'importe quel médicament, en fait, il y a une réaction. Le médecin ou le pharmacien, hein, même, et tout personnel du corps médical est censé, enfin, doit, c'est même une obligation, je le rappelle, une obligation, de déclarer, en fait, chaque effet indésirable, minime soit-il, mais c'est justement pour en fait avoir plus de données en fait sur le traitement, sur le médicament, sur la molécule chimique en fait qui a été prise. Et c'est comme ça en fait qu'on peut avancer et éviter des effets indésirables graves parfois, et puis d'autres effets indésirables moins graves. Mais c'est par ces centres de pharmacovigilance, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si personne ne fait remonter les effets indésirables, ils vont dire, mais il ne se passe rien. Et c'est pour ça que ça arrange aussi pas mal de personnes, en fait, actuellement, pour que les remontées, en fait, ne se fassent pas auprès des centres de pharmacovigilance. Je rajouterais juste, peut-être pour terminer, qu'actuellement, en fait, avec le recul, on sait aussi, donc, grâce à Solidéclat et les dossiers qui ont été envoyés, en fait, que de plus en plus de centres de pharmacovigilance sont à l'écoute. Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire ces déclarations parce que initialement, il y avait beaucoup de retours négatifs, voire même, en fait, voilà, de mise sur le côté, à classer vertical le dossier. Actuellement, dans certains centres de pharmacovigilance, voilà, les personnes et les médecins qui font les déclarations ont des contacts directs et ça se passe plutôt très bien.
voire beaucoup mieux. Donc là aussi, c'est important à le signaler parce que ça bouge, on sent que ça bouge. Voilà, c'est vraiment important ces déclarations. Alors, avant de remercier le public, moi, je vais remercier mon conseil d'administration. Alors, il y en a qui sont là, Mathieu, Nelly, Magali, leur Elsa, leur conjoint, le mien. Et puis, il y a tout le CA qui a fait tout un boulot derrière. Portia, Sonia qui devait être là aujourd'hui et qui est dans son lit avec à nouveau le Covid. Et puis, je vais en oublier. Et puis, tout à l'heure, les gens de la salle ont vu arriver un magnifique bouquet et qui m'a tiré les larmes aux yeux. Et je veux vraiment remercier le CEDA. C'est eux qui me remercient en m'envoyant des fleurs, alors que moi, je dois les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait derrière. Ils ne sont peut-être pas là tous, mais un grand coup de chapeau. Et je veux aussi tirer un grand coup de chapeau à Valérie, la compagne de Claude. Valérie, tu peux venir te montrer parce que toute l'organisation n'aurait pas été possible sans Valérie. Comme Claude oubliera de lui dire merci, je veux un grand bravo à Valérie qui se cache mais qui a voilà, tout géré là. Merci Valérie. Moi, je veux dire merci aussi aux copines, hein, Catherine, avec Valérie et puis avec Martine. Elles ont passé les tracts pour les flyers pour la conférence. Merci à vous les filles parce qu'à 1000 bandes de là, c'était pas possible. Merci encore à toutes les associations. Et alors, un grand coup de chapeau à ce public dont certains sont là depuis 9h30. Mais comment vous avez fait pour nous supporter, quoi? Mais vous êtes géniaux, juste géniaux. Je vous applaudis. Bravo et merci. Et merci à toutes les personnes qui étaient sur Zoom. On vous retrouve très, très vite. Je vous embrasse tous parce que sur Zoom, il y a des gens que je connais très, très bien, hein, qui sont des gens qu'on suit, des personnes qu'on suit depuis longtemps. Merci parce qu'on ne serait pas là sans vous et je vous aime tous. Allez, bisous, bisous. Et cette fois, c'est vraiment la fin. Bisous.